Nous sommes au Héry-la-Vieille-Ville, une petite commune située dans les Hauts-de-France à seulement 30 km de Saint-Quentin. Perdu au milieu des champs, ce village ressemble à beaucoup d'autres dans la région. On est vraiment dans la campagne, c'est un bourg de 240 habitants à peu près, où l'activité principale c'est l'activité agricole évidemment. C'est surtout un lieu de passage, il n'y a pas vraiment d'activité économique au sein du village, si ce n'est des exploitations, il y a des gens qui habitent et qui travaillent sans doute dans les villes alentours. Une commune loin de toute effervescence et dans laquelle règne une grande solidarité entre les habitants. C'est pas une formule que de dire que vraiment, dans ce petit village, tout le monde se connaît. C'est presque une petite communauté, tout le monde vit à côté les uns des autres, et les voisins se connaissent pratiquement tous par leur prénom, dans la mesure où c'est vraiment un petit village et d'une surface très, très limitée. Le lundi 28 mai 2018, en fin de journée, le soleil de printemps illumine encore les rues du Héry-la-Vieille-Ville. Les enfants scolarisés dans la commune voisine sont déjà rentrés de l'école et jouent un peu partout dans le village. Les journées sont longues, il fait encore jour, jusqu'à 19h, 19h30, 20h. Les parents peuvent parfaitement et en toute confiance laisser les enfants prendre un vélo pour aller vaquer à leurs occupations, à leurs animations. Le jour commence à tomber lorsque la mère de Tom, un petit garçon du village, s'étonne qu'il ne soit pas encore rentré à la maison. La maman de Tom commence à se demander où est-ce qu'il est parti, enfin ce qui se passe, parce que ça va être le moment du dîner le soir. Donc les minutes s'égrènent, c'est le début de soirée, c'est théoriquement l'heure à laquelle Tom est censé rentrer à la maison pour dîner. Préoccupée, la mère de Tom se demande si son fils de 9 ans n'est pas resté avec son meilleur ami, un garçon âgé de 11 ans que nous prénommerons Maxime. Le premier réflexe de la maman de Tom, c'est d'aller chez les parents de Maxime, parce qu'elle sait que Tom est forcément parti se balader avec son camarade. Donc quand sa maman va chez les parents de Maxime et se rend compte que Tom n'est pas là, forcément elle se dit qu'il s'est passé quelque chose et elle commence à être sérieusement inquiète évidemment. Mais alors, où se trouve Tom? Sa mère a-t-elle raison de s'inquiéter? Pourquoi ce jeune garçon n'est-il toujours pas rentré chez lui? Le 28 mai 2018, en début de soirée, alors que Tom reste introuvable depuis maintenant plusieurs heures, l'inquiétude grandit de plus en plus chez sa mère. Avec le meilleur ami de son fils, elle tente de reconstituer l'emploi du temps de Tom. Elle demande à Maxime ce qu'ils ont fait avec son fils dans les minutes, dans les heures qui ont précédé. Et Maxime raconte donc qu'il est allé cueillir des cerises avec Tom. Et c'est à ce moment-là que Jordan, un habitant un peu plus âgé du village, décide de les rejoindre et de se joindre à leur expédition cerise. Et puis à un moment, Maxime, lui, a dit à Tom, écoute, il est l'heure de rentrer, pour moi, les parents m'attendent, je rentre dîner à la maison. Et Tom lui a dit, bah écoute, oui, vas-y, moi je vais rentrer dans quelques minutes. Mais Maxime ignore si son meilleur ami est bien rentré chez lui après son départ. Tom se trouvait alors à peine à 5 minutes de chez lui. Il n'a donc pas pu se perdre, d'autant plus qu'il était assez autonome dans le village. Ce petit garçon qui a encore une fois l'habitude d'aller et venir dans le village, de se balader. Bon, il y a la route nationale qui est un peu dangereuse, donc il fait attention, quoi. Hein. C'est pas une tête brûlée, quoi. C'est pas un gamin qui fait des bêtises. Suite aux propos de Maxime, la mère de Tom est envahie par la panique et décide de demander de l'aide. À
partir du moment où elle se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal, que Tom a disparu d'une certaine façon, elle alerte un peu les voisins, parce qu'encore une fois, dans ce petit village, tout le monde se connaît. Et l'inquiétude est vite relayée, et tout le monde se met un petit peu à regarder dans les parages où l'enfant peut se trouver. Dans le quartier de la mairie où il y a le terrain de football, dans le long de la route nationale, à l'arrière du village. Ce sont des recherches qui se font de façon un petit peu informelle, pas véritablement organisée. Disons que les gens essayent de regarder là où ils peuvent et sans véritablement d'organisation. Chaque rue, chaque recoin du village est fouillé, en vain. Malgré les efforts et la bonne volonté des habitants, impossible de retrouver la trace de Tom. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut s'imaginer à ce moment-là, mais c'est surtout voilà, de l'appréhension, une certaine appréhension, mais je ne pense pas qu'on aille tout de suite imaginer forcément le pire, d'autant plus, encore une fois, qu'on se retrouve dans une petite agglomération très calme. Donc on peut effectivement imaginer un accident ou quelque chose. Alors que règne la confusion, les éléments commencent à se déchaîner. Et à ce moment-là, il y a un orage terrible qui éclate en milieu de soirée, mais vraiment un orage terrible. Il tombe des cordes, un orage d'une violence inouïe, qui fait que, bon, d'abord, dans un premier temps, c'est très compliqué pour les personnes de se déplacer, la nuit tombe, vous imaginez les gens avec des lampes torches, etc. Bon, ça devient très compliqué d'organiser, ou en tout cas de mener des recherches de façon efficace. La mère de Tom commence à imaginer le pire et contacte sans plus attendre les autorités de Vervins, une commune voisine. Elle va finir par donner l'alerte aux gendarmes et puis immédiatement après prévenir le papa. Tom étant mineur, sa disparition est prise très au sérieux par les gendarmes. Immédiatement, d'importants moyens sont déployés. Tout un dispositif est mis en place, des patrouilles à pied, une équipe cynophile pour tenter de retrouver la trace de l'enfant. Il y a aussi un hélicoptère qui survole les lieux et les habitants se joignent aux gendarmes pour tenter de le retrouver. Les gendarmes apprennent qu'avant de cueillir des cerises avec Maxime, Tom a joué au football sur le terrain du village. Le jeune garçon était de bonne humeur et aucun problème n'était à signaler. Malgré tout, les enquêteurs suivent la procédure et se demandent si Tom n'aurait pas le profil d'un fugueur. Tom a 9 ans, il a 2 grands frères. Il est scolarisé en CM1 dans le regroupement scolaire du village d'à côté, à Saint-Richaumont. Dans la commune, les habitants ont l'habitude de croiser ce petit garçon plein d'énergie. Il est bien connu dans le village parce qu'il court un peu partout, il joue au football. Le petit Tom est comme n'importe quel jeune garçon de 9 ans, parfaitement épanoui, un garçon joyeux, sociable, ouvert, vraiment pas du tout un garçon à problème, loin de là. Interrogés par les gendarmes, les habitants du village sont unanimes. Tom est bien entouré et a grandi dans un environnement familial équilibré. Sa maman aussi est très bien connue, une personnalité, une personne très respectable. Elle vit séparée de son mari, mais tout se passe très bien. Alors que la fugue et le drame familial sont écartés par les gendarmes, ils décident d'interroger Jordan, la dernière personne connue à avoir été en contact avec Tom et Maxime. Peut-être a-t-il vu ou entendu quelque chose. Les gendarmes commencent à poser des questions à Jordan, puisque évidemment il était avec eux avant la disparition, avec Tom notamment, et il répond bah oui, c'est vrai, l'enfant est passé par là, bon bah ok, très bien, c'est un témoin parmi d'autres dans cette soirée, et il fait partie des personnes qui sont interrogées, mais pas de raison à ce moment-là d'avoir des suspicions. On est dans l'urgence, dans la recherche, quoi. On cherche un enfant. À ce moment-là, on n'est pas vraiment dans le judiciaire pur, on est vraiment dans l'urgence. Il y a un enfant de 9 ans qui a disparu, il faut le retrouver. Si Jordan n'est pas dans le collimateur des gendarmes, ce jeune homme de 27 ans a pourtant fait d'étranges révélations à certains habitants du village.
Jordan avait participé d'ailleurs lui-même aux premières recherches organisées par les voisins et l'entourage. Et au cours de ces recherches, il aurait indiqué notamment que Tom serait monté sur un muret, qu'il serait tombé, mais qu'il ne se serait pas fait grand mal, et puis qu'il serait reparti. Mais sur le coup, les habitants n'avaient pas pris au sérieux les propos de Jordan. Alors le jeune Tom s'est-il blessé? Les gendarmes parviendront-ils à le retrouver rapidement? Et ce Jordan dit-il toute la vérité? Il fait nuit noire sur le village d'Huéry-la-Vieille-Ville. Alors que les recherches pour retrouver Tom se révèlent pour l'heure infructueuses, Maxime, son meilleur ami, indique aux gendarmes l'endroit où ils ont cueilli des cerises, plus tôt dans la journée. Forcément, des recherches sont organisées à cet endroit parce que bon, ça peut être un endroit où il y a pu y avoir un accident, où il y a pu y avoir une mauvaise chute, où il y a pu y avoir quelque chose qui a fait que Tom se retrouve en difficulté. C'est une vieille maison de briques complètement abandonnée, qui n'est plus qu'un tas de ruines, quoi, pratiquement, enfin bon, qui se trouve en bordure de National. Et en fait, c'est une maison qui est inoccupée depuis plusieurs années, depuis la mort de son propriétaire, qui a pu devenir un terrain de jeu peut-être pour certains gosses du village, mais enfin voilà, c'est vraiment un endroit qui, d'une certaine façon, peut être dangereux d'ailleurs. Il faut imaginer vraiment une maison en partie parfois squattée, avec du mobilier un peu partout, et puis vraiment des végétaux qui prennent énormément de place, que ce soit des orties, des ronces, les arbres qui ont pris une proportion assez importante. Lampe torche à la main, les enquêteurs pénètrent dans la propriété de cette maison abandonnée au milieu de la végétation sauvage. La progression se fait pas à pas. Ils sont plusieurs gendarmes à fouiller les alentours de ce terrain et puis rapidement vont distinguer le corps de ce petit enfant. On aurait pu penser qu'on allait retrouver Tom, qu'il était peut-être parti jouer un petit peu à l'écart, dans les bois, dans les champs. Et quand les enquêteurs le découvrent finalement, ils ne s'attendaient vraiment pas à découvrir son corps. À seulement quelques mètres de là, le père de Tom assiste, impuissant, à cette découverte. Il va être rapidement informé par les gendarmes. Il va leur réclamer de faire un point de compression pour voir s'il y a un pouls. Et puis en fait, très rapidement, il va comprendre voilà, que son fils est décédé. Et puis, dans les minutes qui vont suivre, il va rapidement aller voir son ex-femme pour l'informer. Alors que les parents de Tom gardaient l'espoir de retrouver leur fils vivant, leur douleur est indicible. C'est une réaction d'effroi terrible. Voilà, ces gens sont à des années-lumière d'imaginer ce qui s'est déroulé ce soir-là. Je pense qu'ils n'imaginaient évidemment jamais le pire. Et ces gens vont évidemment, ce qui est tout à fait normal, être effondrés. Voilà. À cette peine immense se mêle également un profond sentiment d'incompréhension. Ce qui est sidérant pour l'entourage et la famille du petit garçon, c'est que finalement le petit garçon sera retrouvé à quelques dizaines de mètres de chez lui, 150 mètres à tout casser, dans cette fameuse maison abandonnée qui était devenue une espèce de terrain de jeu, là où les enfants allaient cueillir des cerises. Et elle se situe à quelques mètres seulement de la maison familiale. Et c'est ça qui est sidérant et accablant pour l'entourage du petit garçon. Tom a-t-il eu un accident? Ou pire, a-t-il fait une mauvaise rencontre? Les gendarmes examinent de plus près le corps du jeune garçon. Il est dissimulé sous des orties qui viennent d'être coupées. Et il y a aussi au-dessus une palette de bois, ce qui leur fait penser qu'on a voulu dissimuler le corps de l'enfant.
Les gendarmes en ont désormais la certitude, Tom a été assassiné. Très vite, les enquêteurs réalisent qu'il a même été roué de coups. Et l'horreur ne s'arrête pas là. La découverte que font les gendarmes, elle est assez terrible, puisqu'ils découvrent l'enfant à moitié nu. Il porte simplement des chaussettes et son t-shirt qui est relevé au niveau des épaules. D'ailleurs, ils n'ont jamais retrouvé le reste de ses vêtements, ils les ont cherchés, ils ont utilisé un drone, mais aucune trace de ses vêtements, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Face à la gravité de la situation, la section de recherche d'Amiens est saisie de l'affaire. Des enquêteurs de la police scientifique sont également dépêchés sur place afin de réaliser les prélèvements. Tout est complètement détrempé. Les gendarmes font leur première constatation sur le corps de l'enfant, mais encore une fois, à cause de cet orage terrible qui a éclaté quelques minutes auparavant, il y a peut-être des indices en termes d'ADN qui ont pu être perdus. Donc c'est vraiment une scène de crime très compliquée à analyser pour les spécialistes de police technique et scientifique. Les premières constatations, c'est qu'effectivement, le petit garçon a des traces de coups notamment au niveau des parties génitales qui font penser qu'il a été victime de violences sexuelles. Sur le corps de Tom et à proximité, la police scientifique retrouve également des traces de combustion. C'est-à-dire que quelqu'un a essayé d'allumer un feu au niveau de la végétation. Il a pris, mais comme il y avait un gros orage cette nuit-là, on peut penser que la pluie a éteint le feu et le corps de l'enfant, lui, n'a pas du tout été touché. En pleine nuit et sous l'orage, les investigations de la section de recherche sont difficiles. Malgré ces conditions, les gendarmes font tout leur possible pour trouver le moindre indice. Immédiatement, les gendarmes découvrent un parpaing ensanglanté. Donc c'est une pièce à conviction, évidemment, qui doit être préservée et qui va faire l'objet d'analyse. Très vite, l'hypothèse d'un crime commis à l'aide de ce parpaing et d'un viol se dessine. La chaîne pénale se met en route et on change totalement de dimension. Là, on passe d'une disparition inquiétante d'un enfant à un crime et un viol d'un enfant de 9 ans. Donc on est dans une affaire judiciaire évidemment dramatique, une enquête criminelle, et on est dans une dimension qui n'est plus du tout la même. Qui est responsable de ce meurtre? Pourquoi avoir fait du mal à un enfant âgé de seulement 9 ans? Tom connaissait-il son bourreau? Le 29 mai 2018, au petit matin, la terrible nouvelle du meurtre de Tom s'est propagée dans tout le village. L'émotion et l'indignation sont dans tous les esprits. C'est évidemment un événement qui va choquer le village. Au-delà, c'est un événement qui prend une ampleur nationale d'emblée. C'est aussi une énigme criminelle, puisque à ce moment-là, en la disparition, il n'y a pas de suspect, donc potentiellement il y a un criminel qui est en liberté. Donc voilà, il y a l'horreur du crime et il y a l'énigme. Le choc pour la famille de la victime et les habitants du Héry-la-Vieille-Ville est tel qu'un service d'aide est mis en place. Le maire du village demande à une cellule psychologique du SAMU d'intervenir pour accueillir les gens du village qui sont choqués, à commencer bien sûr par la maman du petit garçon qui elle-même sera entendue, prise en charge et soutenue par les psychologues professionnels. Et puis aussi le petit Maxime, le copain de Tom, les parents du petit Maxime seront également entendus. Alors que la veille, les enquêteurs étaient dans l'urgence de retrouver Tom au plus vite, ils décident de s'intéresser de nouveau
à Jordan. Très naturellement, les gendarmes vont avoir un premier suspect qui est Jordan, puisque c'est la dernière personne qui a vu Tom vivant. On sait qu'il était avec lui dans cette maison. Les gendarmes de la section de recherche d'Amiens cherchent alors à établir le profil de ce Jordan. Jordan, c'est un jeune homme de 27 ans qui habite le village depuis toujours, qui est l'un des enfants d'une famille de 9 enfants. C'est un garçon un peu marginal. Dans le village, il est facilement reconnaissable parce qu'il a un look punk avec une crête qui varie de couleur en fonction de ses envies. Si le jeune homme est sans emploi et vit d'allocation, pour sa mère, Jordan est une personne sérieuse sur laquelle on peut compter. Il faisait des petits travaux chez les personnes qui lui demandaient parce qu'il ne travaille pas. Donc il était beaucoup rendant service, aussi bien jardin que babysitter, tout ce que les gens demandaient. Jordan n'a pas de casier judiciaire, c'est pas un repris de justice, c'est pas quelqu'un qui est connu, comme on dit, des services de police ou de justice. Bon, cela dit, il a eu quelques petites embrouilles, quelques contraventions, etc. Notamment pour des délits routiers, des choses comme ça, des comportements vraiment de toute petite délinquance. Mais enfin, voilà, il n'est pas identifié comme étant le délinquant du village. Au Héry-la-Vieille-Ville, Jordan loue une maison délabrée dans laquelle il invite régulièrement ses nombreux amis. Parmi eux, Sébastien, qui le fréquente depuis 3 ans. Eh ben moi, je le décrirais vraiment comme le stéréotype du bon copain. Le bon copain, le bon pote à tout le monde, celui qui amuse la galerie, celui qui fait rire tout le monde, le bout en train de service, qui a le cœur sur la main, le mec cool. Limite un petit peu peace and love. Je ne l'ai jamais vu une seule fois se mettre en colère contre qui que ce soit. Il n'a jamais eu de violence envers personne. Au contraire, c'est insulté, tout ça. Mais lui, il n'a jamais eu de violence. Jamais il aurait tapé sur quelqu'un. Un jeune homme sociable qui a même failli être élu aux élections locales en 2014. Il a obtenu, si je me souviens, 30%, enfin l'équivalent de 30% pour un village aussi petit. Ça fait quand même, c'est quand même un résultat intéressant. Donc je pense que c'est quelqu'un qui non seulement était bien intégré dans son village, même si bon, il y a certains esprits étriqués qui ont toujours un mouvement de recul par rapport aux gens qui ne se présentent pas tout à fait de manière conventionnelle. Mais non, il était bien apprécié, il connaissait tout le monde. Mais ce qui intéresse surtout les enquêteurs, c'est de savoir quel genre de relation entretenait le jeune homme de 27 ans avec sa victime. Évidemment que Jordan et Tom se connaissaient puisqu'ils habitent dans le même village. Il y a un écart d'âge important entre eux, mais dans un petit village on se croise. C'est pour ça que personne s'est méfié, et encore moins Tom quand Jordan les a rejoints pour la cueillette des cerises. Et il y a une sœur de Jordan qui a été la babysitter de Tom. Donc voilà, ça prouve que on n'est pas du tout dans un antagonisme quelconque entre ces deux familles. Donc il n'y a vraiment pas d'animosité qui précède un tel drame. Si Jordan n'a pas de mobile apparent, les gendarmes décident néanmoins de l'interpeller à son domicile. Mais pour la famille, il est évident que les enquêteurs font fausse route. Lui, il n'a rien à voir là-dedans, c'est sûr et certain. Il n'aurait pas une tête à faire ça, quoi. Je vous dis, il n'est pas non plus fou à ce point-là, quoi. Il ne ferait pas ça, quoi. Donc là, je vous dis, il est en garde à vue, là, après on verra bien ce qu'il va donner les résultats, quoi. Pour Sébastien aussi, le choc de cette interpellation est immense. J'ai pensé à tout le monde sauf à Jordan, à tout le monde. Je me suis dit, c'est un coup d'un rôdeur. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une erreur policière, quoi. Donc pour moi, c'est juste impossible de l'imaginer impliqué dans une affaire aussi violente, aussi brutale et aussi criminelle, quoi. C'est juste pas possible. Malgré l'incompréhension de ses proches, Jordan est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Amiens. Il est complètement mutique, quoi. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, à peine
donne-t-il son identité, et il ne donne aucun élément sur ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé, en tout cas autour de la disparition du petit homme, et ça va durer comme ça pendant plusieurs heures. Jordan va-t-il sortir de son mutisme? Pour quelles raisons refuse-t-il de témoigner? Aurait-il des choses à se reprocher? Le mercredi 30 mai 2018, alors que Jordan est en garde à vue depuis maintenant 24 heures, le procureur de la République de Laon révèle les premiers éléments de l'enquête, à l'occasion d'une conférence de presse. L'autopsie, pratiquée hier soir, a révélé que la mort est due à un traumatisme crânien. Des traces de viol ont été mises en évidence. Le gardé à vue est, en l'état de nos investigations, la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Il a été placé en garde à vue le 29 mai à 6 h du matin. À ce stade, il conteste son implication. Et je rappelle qu'il est présumé innocent. Il a un casier judiciaire vierge. Si Jordan conteste son implication, il refuse cependant de répondre aux questions des gendarmes. Afin d'obtenir ces réponses et surtout de cerner au mieux son profil, les enquêteurs décident donc de passer au crible son activité sur Internet. En fait, les principaux éléments concernant sa personnalité, son passé, on le retrouver dans son ordinateur et notamment sur tout ce qu'il a laissé comme traces, comme messages sur les réseaux sociaux. Il se met énormément en scène, il y a beaucoup de photos de lui, il ne cache pas sa bisexualité, ses rencontres. Il ne cache pas aussi sa passion pour les mangas un peu satanistes. Un personnage complexe et excentrique qui aime jouer sur son apparence. Le gardé à vue se travestit régulièrement, il se prend en photo habillé en femme, maquillé, il met du vernis et ça sème un petit peu le trouble sur sa personnalité. En fouillant davantage encore l'historique Internet du jeune homme, les gendarmes réalisent que Jordan n'est peut-être pas aussi lisse qu'on voudrait bien leur faire croire. Sur les réseaux sociaux, parfois, il a des expressions un peu limites, un peu borderline. Des propos chocs et une part d'ombre qui interpellent les gendarmes. Au mois de mars 2018, Jordan a reçu un message d'un habitant du village voisin lui intimant de ne plus jamais s'approcher de ses petits frères. On lui reprochait vaguement d'être plus ou moins pédophile. Mais moi, j'ai jamais entendu aucun enfant se plaindre de lui, j'ai jamais entendu aucun parent se plaindre de lui. Enfin, c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Si Jordan n'est pas inscrit au fichier des délinquants sexuels, les enquêteurs ont l'intime conviction qu'il est impliqué dans le viol et le meurtre de Tom. Mais les gendarmes manquent d'éléments matériels pour confondre leur suspect numéro 1. Ils placent donc tous leurs espoirs dans les résultats des analyses ADN réalisées sur la scène de crime. Malheureusement, ces analyses ADN ne donneront rien, c'est-à-dire que très concrètement, il n'y a aucune trace permettant de le mettre en cause ou d'apporter une piste quelconque aux enquêteurs. Et donc, les gendarmes qui auditionnent Jordan sont bien obligés de poursuivre cette garde à vue et attendent qu'il se décide enfin à parler ou en tout cas de livrer quelque chose. Contre toute attente, le jeudi 31 mai, après 36 heures de garde à vue, Jordan sort de son mutisme. On ne sait pas ce qui a été l'élément déclencheur, toujours est-il qu'après des heures et des heures de silence, et bien finalement Jordan va finalement évoquer ce qu'il appelle des flashs, des espèces de souvenirs comme ça qui lui reviennent de façon ponctuelle. Il leur dit qu'il se revoit en train de frapper Tom.
Par contre, il ne va jamais parler du meurtre et il ne parlera pas non plus du viol. Cette déclaration, cette évocation de flash, ce ne sont pas des aveux formels, circonstanciés, comme on dit en matière judiciaire. Non, c'est simplement la reconnaissance, d'abord d'avoir été peut-être présent au moment du drame, la reconnaissance d'une certaine façon implicite d'être plus ou moins impliqué dans la mort du petit garçon. Donc c'est vraiment un fil très, très ténu que vont pouvoir tirer les enquêteurs de la gendarmerie. Alors qu'il reconnaît seulement une partie des faits, Jordan est déféré devant un juge d'instruction au tribunal de Laon. Son comportement lors de sa mise en examen dans le bureau du juge d'instruction, il est à l'image de sa garde à vue, c'est-à-dire qu'il va choisir de garder le silence. Malgré l'absence d'aveux circonstanciés et de preuves formelles, Jordan est finalement mis en examen pour le viol et le meurtre de Tom. Les parents de la victime saluent le travail des enquêteurs et de la justice. Leur réaction, d'abord, c'était la satisfaction de pouvoir mettre un visage et un nom sur le meurtrier de leur enfant. Après, le fait qu'ils connaissaient cet homme n'a peut-être pas particulièrement changé les choses dès lors qu'ils le connaissaient, mais qu'il n'y avait strictement aucun lien de proximité particulière entre eux. Dans le village, on est consterné lorsqu'on apprend qui est mis en examen. C'est l'incrédulité, puisque personne ne l'imagine faisant du mal à Tom, d'autant plus qu'il le connaît et qu'on le voit régulièrement avec lui. La nouvelle fait l'effet d'une bombe au Héry-la-Vieille-Ville. Personne n'aurait imaginé que Jordan puisse être un meurtrier, surtout pas ses proches. J'ai encore du mal à réaliser que quelqu'un que vous connaissez bien depuis longtemps, avec qui vous avez partagé des moments, des loisirs, des passions, avec laquelle il y a une amitié qui s'est instaurée. Imaginer quelqu'un comme ça coupable d'un crime aussi horrible, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Si les proches de Jordan sont dans l'incompréhension, c'est bien pour la mère de l'accusé que cette mise en examen est la plus difficile à accepter. J'ai été surprise, quoi. J'ai dit que c'était pas possible, que c'était pas lui. Je crois toujours pas. Ça me choque, quoi, et puis je suis toujours en train de me poser la question, quoi. L'enquête des gendarmes permettra-t-elle de lever le voile sur toutes les zones d'ombre? Jordan va-t-il adopter une autre attitude? Et surtout, pour quelle raison aurait-il ôté la vie à Tom? Huit jours après la disparition de Tom, le village du Héry-la-Vieille-Ville se prépare à dire au revoir au petit garçon. Dans la commune, l'heure est au recueillement. Les habitants vont respecter la volonté de la famille qui ne souhaite pas qu'il y ait une marche blanche pour Tom. En revanche, ils vont se mobiliser pour nettoyer l'église, pour nettoyer les abords, pour qu'elle soit vraiment belle le jour des obsèques de Tom. Ils vont aussi faire en sorte de la fleurir en rouge et blanc, les couleurs du club de football qu'aimait tant Tom. Il y avait effectivement tous les membres de la famille de ce petit garçon, c'est tous ses oncles et tantes, ses cousins, cousines, tous ses camarades de classe, ses professeurs. Voilà. C'est très émouvant. Commence alors le temps du deuil pour les proches du petit garçon. Pendant ce temps, les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de connaître les circonstances exactes du meurtre. Une enquête dont les résultats sont attendus avec impatience par ses parents. Comme toutes les victimes dans ce type de dossier, ils attendent d'avoir la vérité, ils attendent d'avoir des explications de la part de ce suspect sur les circonstances qui l'ont conduit à agir ainsi. Il reste présumé innocent, mais ils attendent d'avoir des réponses aux questions, de savoir pourquoi autant d'horreur dans le crime. Pour l'instant, Jordan n'a pas donné de version précise des faits aux enquêteurs.
Bien qu'il ait évoqué des flashs où il se voyait en présence de son jeune voisin, ces déclarations et le témoignage de Maxime constituent les seuls éléments à charge contre le jeune homme. L'enjeu de l'instruction va donc être de renforcer ce dossier, jusqu'ici très mince, du point de vue judiciaire. Le travail du juge d'instruction va être énorme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour essayer de donner un petit peu plus de consistance à ce dossier et notamment aux éléments à charge, parce que pour l'instant, encore une fois, on n'a qu'un témoignage indiquant qu'il était présent au moment de la disparition du petit homme, et puis ces demi-aveux qui n'en sont pas. Pour autant, on imagine mal qu'il ne soit pas d'une façon ou d'une autre impliqué dans la mort du petit garçon. Par ailleurs, un élément important concernant Jordan va émerger au cours de l'enquête. En interrogeant la famille, les gendarmes vont découvrir que Jordan a été un enfant un peu fragile, aussi bien d'un point de vue physique, avec quelques problèmes de santé, et puis fragile également d'un point de vue psychologique. C'est un garçon qui a quelques soucis, qui a été suivi. Pour sa mère, Jordan pourrait même souffrir de schizophrénie. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas la même maladie que son père? C'est la même chose, c'est ce que je me suis dit. Est-ce qu'il n'a pas vu des choses? Et puis, est-ce que c'est vraiment qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Ça, on ne peut pas savoir. Une hypothèse balayée par Sébastien, lui-même infirmier. J'ai jamais entendu parler de ça, pourtant il me parlait assez facilement de ses problèmes de santé. Puis j'ai jamais vu chez lui de médicaments pour traiter la schizophrénie, de neuroleptiques, de psychotropes. J'ai jamais vu chez lui de médicaments de ce style-là. La question de la responsabilité pénale de Jordan se posera donc au cours de l'instruction. Le rôle des experts sera crucial. Donc là, une enquête psychiatrique est obligatoire pour savoir si un suspect, au moment des faits, était responsable de ses actes, savoir s'il avait toutes ses facultés mentales et pour savoir s'il est susceptible ou non de comparaître devant une cour d'assises. Dans l'attente de son jugement, Jordan reste présumé innocent. Au Héry-la-Vieille-Ville, plusieurs mois après le drame, tous les habitants du village sont encore sous le choc. Pour les parents de Tom, il va falloir du temps avant d'apaiser la douleur. Ils ont perdu un enfant, c'est effectivement ce qui est totalement indicible, anormal. C'est pas quelque chose qui va dans la logique des choses, de perdre un enfant, un bambin de 9 ans. Donc ils vont se reconstruire, je crois, ensemble, à la fois pour Tom et puis pour eux-mêmes.